Allez, si vous voulez vous rapprocher, s'il vous plaît. Il y avait de l'écho, là, pour les autres. Alors, tout simplement, quelques mots de notre rassemblement. Alors, nous sommes réunis donc le 7 avril, la journée mondiale de la santé. On a réuni 150 personnes avec les organisations syndicales. Je vous avoue que j'étais un peu déçu de la participation, on ne va pas se le cacher entre nous, mais j'aurais espéré avoir beaucoup plus de monde. Surtout que nous avons tenté de sensibiliser les citoyens en distribuant donc un tract sur différents marchés et sorties et aussi également au niveau de la santé. Voilà. Je voudrais d'abord excuser le vice-président de l'association, Jacques Michon, qui ne peut pas être parmi nous ce soir, pour différentes raisons. Alors, je vais vous dire que je suis très inquiet, mais alors vraiment très inquiet concernant la situation des hôpitaux, en particulier celui de Douai. Vous avez entendu comme moi les déclarations du président de la République qui se laisse 100 jours pour régler pas mal de problèmes, y compris celui de la santé. Mais la situation, elle s'aggrave de jour en jour et elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date aussi de plusieurs gouvernements qui ont été aux affaires de ce pays. Alors, vous avez entendu aussi parler de ce qu'on appelle l'application de la loi Ritz, qui porte le nom de la députée qui a mis ce projet de loi en place et qui limite les dévouements des médecins intérimaires. Il faut savoir que les médecins intérimaires, par exemple, sur 24 heures, ils peuvent toucher 1 800 euros et ça peut aller des fois sur 2 000 ou 3 000 euros, etc. Donc ils ont mis un frein à tout ça, maintenant c'est 1 300 euros et des poussières sur 24 heures. Ceci étant, c'est bien de faire ce type de loi-là, parce que c'est pas non plus la peine d'avoir des mercenaires, mais ce serait bien aussi que si on payait le personnel médical, donc les soignants à leur juste valeur, on n'aurait pas besoin non plus d'avoir des médecins intérimaires pour pouvoir boucher les trous. Bon, ceci dit, ce dispositif qui a été mis en place, il y a beaucoup de conséquences, malheureusement, sur la situation déjà fragile des hôpitaux. Alors, je vais donner quelques exemples, notamment à Guingamp. Les accouchements, par exemple, sont suspendus pendant 2 mois. Ensuite, vous avez Mont-sous-les-Mines. Là, il manque de personnel hospitalier. Bergerac, c'est la fermeture de la maternité. Ensuite, les Sables d'Olonne, c'est à nouveau la fermeture des urgences. À Issoudun, 18 gériatries qui sont fermées depuis le 15 avril. À Bar-sur-Aube, c'est aussi le service de soins de longue durée qui est fermé. À Bastia, l'hôpital est au bord de l'implosion. À Bergerac, ferme actuellement ses urgences pendant plusieurs jours. À Bois, l'hôpital va fermer 20 lits d'hospitalisation. À Bourges, le SMUR sans médecin, c'est comme ici. À Granville, à Boussou, les urgences pédiatriques ferment. Voilà. Et ici, en Mayenne aussi, la fermeture temporaire de la maternité de la chirurgie. Donc la liste elle est longue, malheureusement, la liste elle est très longue. Je ne vais pas vous lire les fermetures qui sont en cours. Simplement aussi, ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que les patients dans les urgences qui sont notamment sur des brancards, il y a de plus en plus, malheureusement, de patients qui décèdent sur les brancards en urgence. Et ça, c'est dramatique, c'est insupportable. C'est insupportable à la fois pour les familles des patients et des patients, mais c'est insupportable aussi pour le personnel soignant, qui lui n'a pas assez de moyens et n'est pas assez de personnel pour pouvoir s'occuper effectivement de tous les malades qui sont là aux urgences. Bon. Alors, il y a aussi les patients donc, qui décèdent sur le brancard et qui s'accumulent. Et à l'époque, l'association professionnelle SAMU Urgence de France, qui était présidée par François Braun, qui est maintenant le ministre,
avait même lancé en 2022 un recensement et avait comptabilisé uniquement par voie déclarative 38 décès lits évitables depuis la situation s'aggrave. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres qui font partie de la réalité. C'est certainement, il nous manque certainement des éléments par rapport à ça. Alors, on peut toujours se dire que se rassembler, on n'est pas nombreux, ça sert à rien. Mais ça sert à quelque chose parce qu'il y a des rassemblements qui se font partout. Il y a des rassemblements qui se font, ils sont 30 personnes, il y en a qui sont 300, il y en a qui sont 3000, mais c'est aussi important de témoigner aussi et de mettre les projecteurs sur la crise de l'hôpital. Alors, la crise de l'hôpital est aussi un choix politique depuis plusieurs années, malheureusement, depuis plusieurs gouvernements. La crise de l'hôpital, ça ne date pas notamment de la pandémie. La pandémie, elle l'a aggravée, voilà, mais elle a aussi éclairé l'ensemble des citoyens concernant notamment le manque de moyens. Je rappelle quand même le surblouze, les masques à l'époque, le mal-être du personnel, le mal-être des soignants. La pandémie, elle a aussi eu ce regard-là et projeté aussi à ce niveau-là. Alors, il y a aussi toutes les vacances de poste, un taux d'absentéisme qui est de plus en plus important, le manque de personnel, les urgences engorgées, les services en dysfonctionnement, puis on le voit ici à cet hôpital, hein, les services ne sont pas au complet, malheureusement, il manque beaucoup de personnel pour pouvoir les faire vivre 24 sur 24. La pédiatrie, elle a repris 24 sur 24, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en souffrance. Il manque aussi des pédiatres, il manque aussi du personnel là-dedans, alors ça va tenir combien de temps? On n'en sait rien. Et puis après, il y a aussi la non-reconnaissance des statuts et aussi les salaires qui ne sont pas à la hauteur des missions qui sont confiées aux soignants. Alors, il y a aussi le faute de temps pour soigner et le faute de temps aussi pour les soignants. Alors, on va parler des déserts médicaux, la crise elle s'accentue et moi je vais vous dire, je suis vraiment inquiet, c'est ce que j'ai dit dès le départ, je suis inquiet parce que je repense à la loi de la ministre Buzyn, la loi Ma Santé 2022. Et dans cette loi Ma Santé 2022, il est prévu, il y a à peu près 1300 établissements de mémoire dans tout le pays, 1300 établissements hospitaliers dans tout le pays. Et dans cette loi, il est prévu qu'on ait 600 hôpitaux de proximité. Mais pas 600 en plus, 600 dans les 1300. Donc il y a déjà 200 hôpitaux de proximité. Ce qui veut dire que là où on commence à fermer les services, là où il manque moins de personnel, là où les urgences sont engorgées, est-ce qu'il n'y a pas cette idée de dire on va laisser pourrir la situation et après on va devoir fermer les urgences et après on va devoir fermer la maternité et après on va fermer les services et que l'hôpital de Douai, ici, devienne uniquement un hôpital de proximité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de maternité, c'est simplement de soigner les patients de longue durée. Peut-être que c'est ça, et donc ça peut aussi venir des autres villes, des autres arrondissements pour qu'ils viennent ici se faire soigner ou faire soigner pour les maladies de longue durée. Ça peut être aussi ça, mais moi c'est ça que je crains sincèrement. Au fur et à mesure où je vois les affaires qui avancent à ce niveau-là, je me dis, c'est quand même pas normal qu'on arrive là. Alors certains me diront, pas nous, parce que nous on est tous d'accord, oui, mais c'est pas si facile que ça, il manque peut-être de l'argent, etc. L'argent, il existe. Hein. L'argent dans ce pays, il existe bien, et le gouvernement actuel a fait le choix de ne pas taxer, parce qu'il a supprimé l'impôt sur les fortunes au niveau des plus riches. Et puis il a remplacé ça par un dispositif, et maintenant, il y a aussi au niveau de la taxe qu'ils doivent payer au niveau de l'entreprise, c'était également supprimé, mais tout ça, c'est jamais compensé. Il faut savoir que l'État donne tous les ans 190 milliards aux entreprises, mais aussi pour de différents dispositifs, différentes manières. Par exemple, au niveau des cotisations sociales, c'est exonérer les cotisations sociales. Donc voilà ce que fait aussi le gouvernement à ce niveau-là. 190 milliards, je ne sais pas si on s'en rend compte, pour les entreprises, mais rien pour l'hôpital, rien pour la santé. C'est ça qui est dramatique. Et quand on met par exemple 413 milliards sur un budget sur 3 ou 4 années, sur 3 années je crois, au niveau de la défense militaire, c'est affolant. Moi je regrette, tout le monde va me dire, bah oui, mais vous savez, il faut quand même faire attention par rapport aux autres pays. Ok, mais quand une bombe nous tombe sur la gueule, qu'on ait qu'à dépenser 413 milliards ou pas, elle nous tombe sur la gueule, point final. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a dépensé tout ça, qu'on n'a plus la capacité de soigner, eh ben on ne peut pas soigner les gens. Donc il est urgent, mais 100 jours, nous on n'a pas le temps d'attendre 100 jours.
L'hôpital n'a pas le temps d'attendre 100 jours. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut prendre des moyens. C'est maintenant qu'il faut aussi créer des formations importantes. Le numerus clausus, il a été complètement supprimé, mais il est encore pire qu'avant, parce que le numerus clausus, c'était la première année, elle était pénalisante, donc c'était l'examen des étudiants en médecine, pas qu'ils passaient leur examen à 100e ou 200e, pas qu'ils étaient balancés. Là maintenant, le numerus clausus, il est plus en fonction, c'est remplacé par autre chose, c'est la deuxième année qu'on passe les examens. Mais si on loupe son examen, on ne peut pas redoubler. Donc ça veut dire que bon, je passe tout le système parce qu'il y a le Parcoursup aussi qui rentre dans cette situation-là et qui ne permet pas non plus aux étudiants d'aller jusqu'au bout de leurs vœux. Un Parcoursup, on met 10 vœux, qu'est-ce que vous voulez faire? Le premier vœu, le plus important, etc. L'établissement, il dit, bah non, jamais aller à la faculté de médecine, c'est impossible, avec les notes qu'il y a. Mais c'est pas comme ça, c'est le jeune lui-même qui doit savoir. Il faut qu'il fasse sa propre expérience. Il faut qu'il soit aussi dans cette formation. C'est lui qui va dire, oui, moi je suis capable ou je ne suis pas capable. Donc voilà moi ce que je souhaitais dire. Donc on prend le principe de faire des rassemblements tous les mois. Donc le prochain, ça va être le 2 juin. Parce qu'on a décidé comme ça la dernière fois. Voilà. Mais même si on est d'accord ou pas d'accord, je pense qu'il est important qu'on soit là, qu'on soit présent, qu'on le dise, ça se sait. Ici, ils le savent là-haut. Les gens aussi le savent, et on va essayer aussi d'avoir beaucoup plus de monde les prochaines fois. Je crois que c'est important à ce niveau-là. Alors, on a deux personnes qui veulent dire un petit mot. On a la dame qui est en blanc, elle est reconnaissable, elle est en blanc. Et vous pourrez, monsieur. Indépendant, nous plus, monsieur. Donc, il n'y a pas une ou deux choses que vous posez. Notamment, pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, monsieur. Le 1er mai n'a pas été exemplaire. Je me suis déplacé. Je veux dire, peut-être aussi qu'il y aurait plus de monde. L'exemplarité, c'est important. Moi, j'ai vu des gens comme moi. On est reparti chez nous. Et le problème des hôpitaux, il existe, certes, c'est grave. Mais il y a aussi la médecine de vie. Non, mais il ne faut pas dissocier. Et l'argument, c'est très bien que les usines militaires, c'est peut-être pas quelque chose. Il faut peut-être essayer d'avoir un discours. Vous allez l'avoir. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, monsieur, aujourd'hui, si on compte, depuis qu'on est en mouvement depuis 2021, octobre 2021, on a fait des rassemblements tous les 15 jours, on a gagné la réouverture de la pédiatrie. Et ici, on continue notamment sur le service de la gastro-entérologie et on continue de se battre. C'est bien, j'ai entendu. Les gens ont entendu, monsieur, vous inquiétez pas. Pourquoi c'était l'unité qu'il y avait, c'était exemplaire. Elle continue, l'unité, monsieur, elle continue. Bon, allez, monsieur, on a bien entendu, l'unité, elle continue, il n'y a pas de souci là-dessus, et je vous laisse la parole. Monsieur Brunet. Merci, monsieur Brunet. Je parle de toutes les équipes qui ne sont pas là, malheureusement, puisqu'il y en a qui travaillent, qui ne peuvent pas être avec nous. Je prends la parole aujourd'hui pour témoigner des conditions de travail qui sont dégradées au fil des années. Cela fait 32 ans que j'exerce mon métier d'aide-soignante, passionnément. C'est une vocation, une profession que j'ai choisie malgré toutes les difficultés physiques et psychologiques du quotidien. J'aime encore et toujours mon métier. Je suis au service de mes patients et je les traite avec respect, dignité et l'humanité que me caractérise. Aujourd'hui, tout va mal, l'éducation, la santé publique. Et pour cela, il faut nous battre. Pour sauver nos métiers, il faut donner aux jeunes l'envie d'apprendre un métier, l'envie de s'investir. Mais pour cela, il faut leur donner les moyens. Il ne faut pas les oublier que les jeunes sont notre avenir. Nos anciens se sont battus avec âme et conviction. Aujourd'hui, c'est à notre tour. Redonnons un sens à nos valeurs. Nous devons montrer le chemin à nos jeunes, mais aussi continuer le combat de nos aînés pour qu'ils soient fiers de nous. C'est notre devoir de transmettre tout cela et de nous battre aujourd'hui pour notre avenir. Défendons nos métiers, battons-nous pour nos retraites. Plusieurs combats sont amenés, mais nous y arriverons. Soyons unis, comme disait Coluche, on compte sur vous.
Dominique. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire parce que tout a été dit. Simplement, je voudrais rajouter une chose pour m'aimer à Douai, vérité militaire, parce que même si les pas de départ n'étaient pas au même endroit, la manifestation s'est terminée de façon unitaire. Et moi qui milite depuis près de 50 ans, depuis plus de 50 ans à Montbray, je n'ai jamais vu autant de monde dans les manifestations à Douai, parce que nous étions encore une fois au 1er mai près de 4000 à Douai. Et je pense qu'on peut se féliciter des manifestations unitaires. Effectivement, il y a la retraite, et les retraites, nous l'avons dit dans les manifestations, derrière la retraite, c'est la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on se refuse, nous, de penser et de croire que le combat est terminé. Parce que nous allons continuer le combat, et Macron va retirer et ne va pas appliquer sa réforme de loi sur la retraite. Plus de médecins de ville. Fermeture des services dans les hôpitaux. Il va nous faire travailler, non pas jusqu'à 64 ans, 67 ans pour prendre sa retraite. Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus dans la même entreprise toute sa vie. Il y a le chômage entre deux. Et pour les femmes, c'est pire. Pour les seniors, dans le Nord, 50% des seniors à 60 ans n'ont plus d'emploi. C'est-à-dire que ces seniors vont finir au RSA. Et les autres qui sont encore au travail, eh bien, ils vont mourir au travail. Ben, ça, on le refuse. Ça, on le refuse. Et elle a raison de dire sur les hôpitaux de proximité. Et ça, c'est le plan santé Macron. C'est privatiser l'hôpital public. C'est-à-dire que c'est un choix de société qu'il fait aujourd'hui. Et on discutait avec Alain et d'autres camarades. Le Douaisis est au centre de Valenciennes. Lille, Arras. Et depuis 1990, si je prends EDF, où j'étais secrétaire général du syndicat CGT, on se dit, mais le centre est menacé, parce que nous sommes au milieu de tout ça. Et tous les services publics se posaient la même question. Et ça commence par notre sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie, aujourd'hui, c'est la caisse primaire Lille-Douai. C'est-à-dire, on va déshabiller le Douaisis de l'ensemble de ses services publics. Et je dis à la, où sont les élus? Où sont les élus? Il y en a. Non, mais je ne parle pas des élus communistes. Il y a d'autres élus. Il y a d'autres élus. Ah oui, mais enfin, je ne vois pas les principaux élus du Douaisis que je vois souvent dans la presse, tels que par exemple quand tu as obtenu et que nous avons obtenu les uns et les autres la gratuité des transports, c'était grâce à tout le monde. Sauf à celles et ceux qui se sont battus pour l'avoir. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut placer tout le monde devant ses responsabilités. Et quand je dis je parle sur mon contrôle de mes camarades de la CGT, Jean-Michel en particulier, secrétaire général de l'Union locale CGT, à un moment donné, ça suffit. On ne peut pas dire on est avec vous et tenir avec les autres partis politiques pour des ambitions personnelles. Disons-le comme ça, pour des raccourcis, mais c'est tellement vrai. Donc aujourd'hui, oui, l'hôpital public est un combat commun. Nos services publics, ce sont des combats communs. On l'a dit, il y a l'éducation nationale, l'hôpital, la santé, mais il y a aussi les services de l'eau. Tout augmente dans ce pays. Et qui se coiffe, qui se remplit les poches, qui pratique la fraude fiscale. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'intervention récente d'Éric Bocquet sur cette question. C'est eux qui sont en train de dominer la France. Et nous, on crée des richesses ici. Et les richesses, elles doivent servir pour nos services publics. Elles doivent servir pour vivre mieux en augmentant nos salaires et aussi à l'avenir de nos gosses. Parce qu'à un moment donné, ça suffit cette politique du capitalisme. Parce que j'entends par-ci par-là, Macron démission. Moi je dis à pas le capital, c'est le capitalisme qu'il faut tuer aujourd'hui. Parce qu'on est entré dans un système capitaliste où la France s'engouffre de plus en plus. C'est notre choix de société qui s'engouffre. Tous les acquis du programme du Conseil national de la résistance sont détruits à pas main. Il est temps de se réveiller, mes camarades, vous le faites, mais il faut essayer de convaincre autour de nous pour que nous soyons plus nombreux. Oui, Alain, t'as raison, on se réunit, on est un peu moins nombreux, mais on est là. Et ça nous convainc les autres, nos familles, nos amis d'être présents avec nous, parce que demain, eux, nous, on sait à quoi on s'attend.
On va se battre pour que ça n'arrive pas. Mais eux, ils n'ont plus que les yeux pour pleurer. Alors, évitons qu'ils pleurent et on va gagner notre combat. Mon voisin s'est coupé le doigt avec sa machine. Il était fatigué, il avait coupé du bois des palettes, etc. Il s'est coupé le doigt parce qu'il était fatigué. Le service des pompiers est arrivé 3 quarts d'heure plus tard, parce que maintenant c'est 3 quarts d'heure d'intervention de pompiers, au minimum, parce qu'ils n'ont pas les financements pour avoir suffisamment d'équipes, ça on sait. Ils ont été conduits en urgence, par les pompiers à SOS Main à l'État. C'est un hôpital privé. Donc on lui a fait des radios et puis on lui a dit d'attendre avec son doigt dans le couloir pour, faire ses papiers, ses dossiers d'entrée à l'hôpital. Ça a pris 1 heure. Et au bout d'1 heure, quand on a vu qu'il était solvable, eh ben on l'a pris, on l'a opéré, on l'a coupé sur le doigt en fait. Et voilà. En France, c'est évident que depuis 1986, on veut nationaliser tous les pouvoirs des services publics. C'est le mot d'ordre de l'institution européenne qui était mise en place par Mitterrand à cette époque-là, et d'autres partis, dans d'autres pays d'Europe. L'Assemblée européenne, pour l'Assemblée européenne, il faut que tous les services publics soient privatisés, parce qu'il faut que ça soit rentable. Donc, à partir de là, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est bien que nous nous rassemblions, mais moi je me rappelle une période où je n'étais pas vivant, c'était 1788. Et les paysans, à l'époque, on leur prenait leur terre, on leur disait, les nobles leur disaient, maintenant vous allez payer votre terre. Avant, ils ne payaient pas, puis là, ils ont commencé à écrire des cahiers de doléances. Cahiers de doléances qui ont conduit à une assemblée constituante en 1789, que vous connaissez. Ces cahiers de doléances sont simples à écrire. Il faut doubler la formation des médecins ici dans le Nord, il faut rémunérer correctement les personnels hospitaliers, et il faut arrêter de détruire la sécurité sociale, qui maintient ces cahiers de doléances sont tout simples. Et moi je dis, dehors Macron. Dehors Macron, et tout de suite. On ne va pas attendre 5 ans, ou 4 ans. Et si on ne va pas dans ce sens-là, je pense que c'est ça qui est ressorti de la manif du 1er mai auquel j'ai assisté. C'est le mot d'ordre qui a été repris le plus souvent, c'était dehors Macron. Il a été scandé plusieurs fois dans la manifestation, du début à la fin. Et je crois que les gens ne veulent plus attendre, parce qu'ils savent très bien que c'est pas en s'en remettant à la Ve République et à Macron qu'on va obtenir des choses. Regardez, on a attendu le Conseil constitutionnel pour les retraites. Le Conseil constitutionnel, il a voté selon le bon sens de la Ve République. Si on attend, le bon sens de la Ve République, on l'aura toujours dans le baba. Et aujourd'hui, le numerus clausus ne va pas augmenter, il va encore diminuer. Donc, pas le numerus clausus, mais les capacités de formation, ils vont diminuer. Parce qu'il faut privatiser le public, tout simplement. Comme le veut l'Europe. Voilà. Et l'EDF, et ceci, et cela, et tout. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Moi, je dis dehors Macron, tout de suite. Alors, merci pour ces témoignages. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite dire un mot? On peut le faire. Sinon, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on soit là. On se retrouve le 2 juin. On refait un rassemblement ici. On va continuer nos initiatives parce que de toute façon, il faut qu'on arrive à ce que cet hôpital ne soit pas un hôpital de proximité. Donc ils veulent tout privatiser, ça c'est effectivement c'est ce qui est déjà prévu. La loi Buzyn à santé 2022, c'est ce qui est prévu de toute façon. Donc ils veulent faire ça à dose homéopathique, et nous, il faut qu'on mette la pression pour que ça ne se fasse pas. Voilà. Donc c'est un peu pour ça qu'on est rassemblés. Moi j'ai confiance à l'avenir, j'ai confiance au combat. Et là on est le noyau qui doit aujourd'hui aller un petit peu partout.
Le cahier aussi, pourquoi pas remplir un cahier, on avait dit à une époque, pourquoi pas faire aussi le livre blanc. Voilà, le livre blanc de tout ce qui se passe et qu'il y a des témoignages qui puissent se faire. Donc voilà. Donc moi c'est tout ce que je souhaitais dire. Devant Macron, on est bien d'accord. Une petite précision, il y a eu une proposition de loi qui a été faite par le groupe GDR auquel j'ai fait partie au mandat précédent, qui a fait une proposition de loi pour que la EDF soit 100% publique et qu'il ne soit pas démantelé, et la proposition elle est passée. Donc c'est déjà une bonne chose. Pas exactement. La proposition est passée, oui. Ah, si. Et après il y a le Sénat aussi. Non, attendez. Ah, pas d'accord. On refait le débat sur l'électricité. Rappelez-vous d'Axom. C'est le même 100% de service public. Vous n'allez pas retrouver la nationalisation d'EDF telle que vous l'avez connue, qui est née en 1946. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire, c'est l'État qui va reprendre les dettes d'EDF, qui va les éponger pour mieux les refiler au privé après. C'est un copier-coller avec Alstom. C'est pas une loi de nationalisation. C'est pas du tout ce que vous avez déposé, le groupe communiste et GDR, comme tu dis. C'est-à-dire qu'ils se sont servis de votre proposition de loi pour la détourner. Et rappelez-vous ce qu'ils ont fait avec Alstom après. Ils l'ont démantelé, ils l'ont dépecé, ils ont vendu Pertier aux Américains, ils ont Pertier, on voit le résultat aujourd'hui. Non, il n'y a toujours pas de politique industrielle dans le pays, toujours pas de stratégie énergétique. Et tout à l'heure, on parlait du Conseil national de la résistance. Eux, ils avaient compris. J'ai parlé sous le témoignage de Louis. C'était relancer le charbon pour relancer la sidérurgie. Créer une politique énergétique dans le pays avec une nationalisation d'EDF, GDF, pour relancer l'industrie. Et c'est pas du tout ce qu'ils sont en train de faire là. Alors, excuse-moi du bémol, Alain, mais ils ont détourné votre projet pour faire croire qu'ils vont renationaliser EDF. Non, ils vont le mettre 100% public pour éponger, je le répète, les dettes, pour essayer de relancer la machine, pour mieux le privatiser après. Voilà, merci Dominique pour ces précisions. On ne va pas faire le débat là. Et je t'en prie, Alain. Mais il y a quand même une avancée, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que l'État était à peu près majoritaire avec 85% des parts au niveau d'EDF. Maintenant, c'est 100% des parts. Je suis d'accord avec toi pour que ce soit nationalisé et pas simplement actionnaire de l'État à 100%, c'est bien ce que tu as dit. Bon, après, il faut que les groupes soient vigilants et avancent, mais j'ai pas lu la proposition de loi, mais ça empêche aussi pendant un temps à démanteler le service d'EDF qui était déjà menacé avec différentes propositions de loi à ce niveau-là et qui soit aussi complètement ventilé service par service au niveau du privé. Voilà, on en arrête là. Moi, qu'il y a quelqu'un qui veut parler du gaz. Merci à vous, bon week-end et puis au 2 juin. Salut Fabrice, salut les gens. Bah moi je coupe et je vous dis à bientôt. Je sais pas quand, à bientôt. Allez, tchuss.